Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Bonjour à tous, bienvenue pour cette séance de Tard. Oui, je crois que, en tout cas, c'est une tentative de la part du cinéma américain de poursuivre une veine qui est quasiment tarie aujourd'hui, c'est-à-dire celle du cinéma pour adultes, d'un cinéma qui s'adresse comme ça à une assemblée de spectateurs qui seraient considérés d'un âge adulte. On sait que la production aux États-Unis, la production à Hollywood a majoritairement basculé dans une forme d'inflation spectaculaire qui est un mouvement de longue date, qui a commencé dans les années 80, fin des années 70, début 80, avec la forme blockbuster, comme on dit, et une inflation spectaculaire qui s'adresse toujours à une sorte de spectateur moyen de plus en plus infantilisé, avec des récits de super-héros, des franchises à n'en plus finir, etc. Et petit à petit, ce qui a été une part de marché importante du cinéma américain, hollywoodien, qui était les drames un peu de luxe, le cinéma comme ça, narratif, les fictions, je dirais, adressées aux adultes, des films typiquement un peu prestigieux à destination des Oscars, a eu tendance à se tarir, et en tout cas à partir de la crise du Covid récente qu'on a connue, avec la fermeture des salles, etc., à entrer dans une grande phase d'instabilité et d'incertitude, avec beaucoup d'exemples de films prévus comme ça pour ce public adulte, et qui ont essuyé de terribles échecs en salle. C'est un peu le cas de Tar, par exemple, qui aux États-Unis n'a pas du tout trouvé son public. Il a pourtant été sélectionné en compétition à la Mostra de Venise, la dernière en date, en 2022. Il était présenté comme ça en compétition. Mais c'est le cas aussi, plus récemment, d'un film comme The Fabelmans, le dernier film de Steven Spielberg, qui est d'inspiration autobiographique et qui n'a pas du tout trouvé son public en salle. C'était le cas d'un film comme Babylone de Damien Chazelle, par exemple, qui a plutôt bien marché en France, mais qui aux États-Unis a été un échec complet, alors qu'il revenait comme ça sur l'histoire d'Hollywood. Et puis même le précédent film de Spielberg, qui est pourtant un cinéaste à succès, quelqu'un qui a fait beaucoup d'énormes succès, West Side Story, son remake de West Side Story avait été, pareil, sanctionné par un échec. C'est donc un public qui n'a pas disparu, mais qui a changé d'usage, une tranche comme ça du secteur des spectateurs américains qui semble déserter ce type de production. Et Scorsese a en effet, devant Tar, il n'a pas tari d'éloge, si je peux me permettre un jeu de mots discutable, il a beaucoup encouragé ce film. Il a dit que quelque chose revivait du grand cinéma des années 70, presque du nouvel Hollywood en quelque sorte, qu'il avait incarné lui-même, et que il avait été très sensible à ce qui se passait dans ce film qui, selon lui, suscitait un vrai aller chercher dans les puissances d'ambiguïté du cinéma, dans cette capacité de nuance, cette zone grise que le cinéma est capable d'investir et d'interroger, loin de toutes les fictions binaires ou un peu infantiles qu'Hollywood déverse en permanence. Alors, Tar, c'est un film très étonnant, assez particulier, vous allez le voir, exigeant. On n'a pas l'habitude d'un style pareil venant du cinéma américain, puisque le film se présente comme ça sous des auspices un peu de grande forme, c'est-à-dire des cadres au cordeau, une approche du plan très fort, et le réalisateur nous fait d'ailleurs un petit pied de nez au début du film, c'est une sorte d'appel à son spectateur, c'est-à-dire que le générique normalement de fin est placé au début du film. Ça commence par tout le générique, il y a les crédits qui s'affichent au fur et à mesure, et il met en avant tous les collaborateurs qui ont été ceux du film, et il y a une façon comme ça de jouer avec les attendus du cinéma américain. Le réalisateur, c'est Todd Field, c'est quelqu'un qu'on connaît pas énormément, c'est son 3e long métrage en tant que réalisateur. Il a surtout une carrière d'acteur, à vrai dire, qui est beaucoup plus fournie. Et c'est quelqu'un qu'on a croisé un petit peu, ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on le croise un petit peu dans différentes fictions. Il
il a surtout été repéré pour avoir joué dans Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, le dernier film de Stanley Kubrick où il jouait le pianiste de l'espèce de club libertin là où Tom Cruise se retrouvait à un moment. Et il revendique clairement l'héritage de Stanley Kubrick. Voilà, c'est un Kubrickien, il a une influence comme ça a beaucoup marqué sa rencontre avec Kubrick, et du cinéma très ironique, assez misanthrope, et avec un regard très acide sur la société de Kubrick. C'est quelque chose qu'il revendique, qu'il a pris pour lui-même. Et tard, vous allez voir, et sans trop vous dire grand-chose sur le film, hein, je garde absolument la surprise, mais bon, vous avez vu ce qui est derrière moi, ou peut-être même une bande-annonce. C'est un portrait de chef d'orchestre, une chef d'orchestre femme, jouée par Cate Blanchett, et grande actrice, dans un rôle qui est une sorte de reflet d'elle-même, c'est-à-dire où toute sa puissance d'actrice, de comédienne, se reflète dans la personnalité géniale qu'elle incarne à l'écran. Et une personnalité qui tient son rang, occupe son rôle et qui est considérée comme un génie parce que Lydia Tarr, qu'on va découvrir dans le film, dirige le Philharmoniker de Berlin, qui est juste un des orchestres les plus prestigieux au monde. C'est une sorte de position ultra dominante. Et à partir de cette position qui est celle du génie reconnu par son milieu et par l'assemblée des spectateurs, le film va essayer de voir, non pas du tout de faire une hagiographie, c'est-à-dire un portrait élogieux comme ça, qui serait tout à fait installé et monumental, mais au contraire de voir dans cette position du génie, telle que l'a construit la société occidentale, qui est la nôtre, où est la faille ? Où est la fêlure ? Où est le problème, en quelque sorte ? C'est évidemment une relation au pouvoir. Et ça, le film va tisser petit à petit, très subtilement, très intelligemment, avec énormément de nuances et d'ambiguïté, beaucoup de choses assez dérangeantes. Justement, qu'est-ce qui va se briser ? Qu'est-ce qui petit à petit fourmille et quel est le grain de sable dans cette position ? Voilà, donc je vous en dis pas plus. On va découvrir le film. Il a une durée un petit peu hors norme, mais il est tout à fait passionnant à traverser, vous allez voir, vous inquiétez pas. Et en tout cas, on regarde le film, et puis, pour tous ceux qui le souhaitent, ceux qui ne le souhaitent pas, on se dit au revoir, mais tous ceux qui veulent, on a une petite discussion après, on est là pour en parler tous ensemble, donc on se retrouve à l'issue du film pour en discuter, et puis pour échanger les différents points de vue qu'on a pu avoir dessus. Voilà, donc je vous souhaite une bonne projection devant l'un des films les plus étonnants qu'ait donné le cinéma américain ces derniers temps, et à tout à l'heure. Très bien, c'était donc Tar de Todd Field. Film, un film américain de cette année, de l'année dernière, 2022, très intéressant, qui mêle plein à la fois de thématiques contemporaines, un regard assez étonnant aussi sur ce qu'est la vocation artistique, la position comme ça de ce que peut être une grande metteur en scène, chef d'orchestre, ce que ça implique, le regard aussi de ses pairs, de la société, etc. Il y a une multiplicité de choses qui peuvent être abordées à travers ce film, qui pose un regard assez glaçant, assez cinglant, avec une touche d'ironie aussi, très manifeste, plus on s'avance vers la fin du film, un film qui prend le temps de se déployer, qui est assez ample. On pourra revenir un petit peu sur la forme, mais ce que je voulais vous dire en tout cas au début, c'est que on est dans une discussion, donc surtout n'hésitez pas à prendre la parole, à dire ce que vous avez à dire. Il y a un micro qui circule dans la salle que Jean-Paul va vous confier. Donc si jamais, même maintenant, il y a des réactions, on a découvert ce film ensemble, s'il y a des réactions, n'hésitez pas, vous pouvez prendre la parole dès maintenant, on peut commencer, donc sentez-vous libre en tout cas.
Donc bon, moi je vais commencer une lecture du film et puis après voilà, les questions vont sans doute arriver. Donc Tar est un portrait. On est dans le registre du portrait. On va nous dessiner le portrait d'un personnage qui occupe une position sociale tout à fait avantageuse. Une chef d'orchestre reconnue qui occupe un poste extrêmement prestigieux, c'est-à-dire la tête du Philharmonique de Berlin, qui est mondialement reconnue. Et la façon dont le film va aborder ce personnage pas facile, qui pourrait donner lieu à une sorte de fiction assez ripollinée, comme ça, où on nous chanterait les louanges d'un grand personnage, ce serait gagné un peu trop facilement sur ce terrain-là, parce qu'après tout, il n'y a qu'à poser un personnage qui a du succès et qui le mérite pour lâcher les louanges, etc. C'est un projet presque gagné d'avance. Mais tout l'intérêt du film, ça va être, comme je le disais un peu au début, de saisir la faille à l'intérieur de ce personnage, la craquelure, l'endroit où ça coince et en quoi ça concerne aussi cette position acquise, en quoi dominer une discipline comme elle le fait, qui est la musique classique, est une position qui à la fois est très enviée et en même temps extrêmement précaire, en quoi l'admiration d'un grand artiste, d'un génie, comme on peut l'appeler, a pour corollaire ou comme envers aussi une énorme quantité de haine. Les deux se mélangent, et aussi les ambiguïtés qu'implique une telle position, les ambiguïtés profondes du personnage que le film va soulever, souligner et amener de plus en plus. Alors, ce qui en fait d'abord un film assez atypique dans le paysage du cinéma américain, il faut bien le dire. Je parlais tout à l'heure d'une catégorie de films pour adultes qui, je dirais peut-être dans le sillage profond du nouvel Hollywood, ont visé comme ça un spectateur plus adulte, plus conscient, l'ont amené à réfléchir, etc. C'est en tout cas un film qui ne se place pas, je dirais, dans la catégorie du divertissement, mais plutôt dans celle d'un cinéma d'auteur affirmé. D'ailleurs, quand vous avez vu le carton au début, Todd Field se revendique comme réalisation, écriture, montage, Todd Field. Voilà, donc il y a une espèce de responsabilité comme ça, de position d'auteur, auteuriste, clairement affirmée. Et dans le cadre d'une fiction américaine, même d'auteur, ici il y a une volonté comme ça d'aller filmer ce que Hollywood filme peu souvent, ou ce à quoi Hollywood s'intéresse assez peu. D'abord, une discipline considérée comme une discipline artistique de haute catégorie ou de haute culture, on pourrait dire, c'est la musique classique. C'est quand même un domaine, qui est exigeant, le film va le montrer, qui implique une certaine profondeur de vue, une certaine attitude, une écoute, etc. Donc la musique classique, c'est un cercle de prestige, un milieu prestigieux, une haute ambition quand même, vers laquelle que le film vise dès le départ. Et en plus, suivant ce personnage cosmopolite, dont on devine assez vite qu'il voyage dans les plus grandes capitales, qu'il a, c'est dit dès le début, c'est au cours d'une interview, qu'il a beaucoup circulé, etc. Le film se passe à l'étranger. C'est très rare, pour les films hollywoodiens, même de faire entendre des langues étrangères. D'ailleurs, le film sera très peu aux États-Unis, sauf pour un court passage à la fin où Lydia, déchue, revient un moment chez elle, elle atterrit à New York, etc. C'est un passage très court avant qu'elle ne vogue vers d'autres perspectives. Le film se passe majoritairement en Europe, à Berlin, à l'étranger, quoi. Il fait entendre comme ça, il joue du mélange entre l'anglais et les langues étrangères, ce qui est assez peu commun. Il y a une volonté comme ça de casser un petit peu le côté... le côté américano-centré d'Hollywood, qui n'a représenté que la nation américaine, ou en tout cas s'est éloigné très peu souvent, ou en tout cas dans des choses assez précises de l'américano-centrisme.
donc, ou de l'exploration de la culture américaine. Donc ça, c'est quand même assez notable. On est déjà dans un projet très particulier. Ensuite, Tar, c'est l'histoire d'une déchéance, d'une chute, en fait. Hein. C'est ça que le film nous raconte. Comment ce personnage qui est au sommet de sa discipline, une sorte d'apogée, de contrôle absolu de la musique, de sa pratique de chef d'orchestre, va tout à coup, pour ce qu'on serait tenté d'appeler un détail, mais pas exactement quand même, ou pour quelque chose qui lui échappe, voilà, comment ce personnage, au maximum du contrôle, va quand même sentir que quelque chose lui échappe, et c'est sa carrière qui va tout à coup être brisée. Hein. En tout cas, voilà, il y a une forme de déchéance que le film va amener pas à pas, de manière très sinueuse, en nous laissant, déjà en nous posant énormément de questions, et puis petit à petit en resserrant le champ autour de son personnage, en l'acculant comme ça une position où il va être amené à chuter, à tomber. D'ailleurs, à mi-parcours, il tombe véritablement, enfin, il est amené à faire une chute, quoi. Hein. Il y a une chute littérale qui a lieu, où elle en tire d'ailleurs des blessures, des cicatrices sur le visage. Donc voilà, c'est le récit d'une chute, et d'une chute d'autant plus douloureuse, d'autant plus brutale, que le personnage part de haut. Hein. Il parle, je disais l'apogée tout à l'heure, mais voilà, la chute est terrible parce que elle est vraiment au summum, au fait de sa discipline. Voilà. Ensuite, la façon dont le film avance est extrêmement intéressante parce que il y a l'idée d'abord de construire ce personnage, hein, c'est-à-dire nous déclarer qu'il est génial, que c'est la meilleure de sa discipline, qu'elle a atteint l'Everest, etc. C'est une chose, mais faut-il encore l'amener, le démontrer et le prouver? Alors il y aura des scènes de direction d'orchestre, de répétition de la 5e symphonie de Mahler, qui vont venir et qui vont prouver comme ça à quel point le personnage est dans une maîtrise totale de son univers, de son domaine de prédilection. Mais il y a d'autres choses aussi. D'abord, le film commence sur un entretien, une interview assez prestigieuse devant un public, etc., avec un présentateur qui assoit comme ça directement le prestige du personnage, parce qu'on accède à ce genre d'entretien comme ça que quand on représente symboliquement quelque chose. Une interview qui va nous apprendre plusieurs choses, mais au début, juste avant cette interview, il y a un tout petit passage où on voit le personnage s'habiller, être habillé pour cette interview. Et là, c'est très important, c'est un début assez malin parce que le personnage est littéralement construit. Coiffé, on lui fait un costume, on voit le patron du costume, etc. Il est habillé, revêtu, construit petit à petit. Hein. C'est évidemment une chef d'orchestre, mais aussi un personnage public, un personnage vraiment pour le coup, hein, qui est amené comme ça, construit avec son costume, avec son apparence qui est très particulière, un costume d'homme sur les épaules d'une femme, un frac, et puis sa coupe, une sorte de crinière comme ça qui tranche beaucoup, son profil très rectiligne, etc. Donc voilà, ce personnage est installé, il est construit. Et puis il y a quelque chose de très important dans cette scène d'entretien qui est dit dès le début, voilà, et qui pose encore une fois le personnage, c'est que elle se définit elle-même comme une gardienne du temps. Voilà, le tempo, le temps, c'est ça qui est le plus important. Son rôle, c'est de marquer la mesure, de la suspendre parfois, mais elle a une définition d'elle-même qui est déjà assez mégalomane, de s'estimer quand même comme le gardien du temps. C'est une position quasiment divine en quelque sorte. Hein. Voilà, même si elle se reconnaît comme disciple de Leonard Bernstein, etc. À la fin, elle retrouve ses cassettes vidéo. On voit parce que Bernstein faisait une émission de télévision sur la télévision publique américaine, espèce de cours de musique classique, quoi, qui sont des choses qui semblent complètement folles quand on connaît la télévision d'aujourd'hui, enfin en tout cas ce qui est devenu la télévision, d'avoir ces cours d'éducation populaire à la musique classique que faisait Bernstein, c'est
assez étonnant. Mais en tout cas, voilà, on voit qu'elle vient de là et qu'elle se désigne elle-même comme maîtresse du temps. C'est intéressant parce que le film, lui aussi, a un rapport très particulier au temps, en tout cas très inhabituel pour un film américain, dans le sens où il va privilégier, alors qu'aujourd'hui la tendance du film américain moyen serait à un découpage accéléré, à une narration très rapide, à une quête d'efficacité dans le récit, un peu copiée sur les séries par exemple. Toutes ces tendances-là sont très affirmées. Et ici, on est complètement à rebrousse-poil. On va privilégier le plan long. Le plan long, la scène qui s'installe dans la durée, de longues conversations très nourries, des moments insistants. Voilà, des cadres souvent larges, avec des points de vue assez étendus comme ça, hein, qui font entrer plusieurs personnages, des perspectives, qui ouvrent l'espace et en même temps qui l'encadrent au cordeau de manière très serrée. C'est-à-dire il y a à la fois une perspective vaste et un enfermement, alors que, encore une fois, le langage dominant serait plutôt des gros plans, des champs contre champs, etc. Là, on est quand même dans quelque chose de beaucoup plus... je dirais pas monumental, mais vaste, quoi, une amplitude, pour reprendre là encore un terme musical, une dynamique, une amplitude qui est assez marquée. Donc le film lui aussi est assez rigoureux comme ça, une façon un peu rêche, rigide d'aborder le temps, avec des coupes franches, un montage assez net comme ça, une attaque toujours fine, nette, tranchante. Donc ça, c'est assez amusant de voir à quel point, je le disais aussi au début, ce personnage rigoureux, maniaque, obsessionnel, dans le contrôle, est joué par Cate Blanchett, une actrice qui ressemble assez, enfin en tout cas qui a assez avancé aussi à longueur d'interview et de rôle et tout au long de sa carrière, cette obsession du contrôle aussi, hein, incarnée de manière obsessionnelle comme ça, jusqu'à une mimétique d'une finesse incroyable dans la conduction d'un orchestre, les gestes de diriger un orchestre qui sont ici reproduits, avec une... Bon, c'est quand même un travail assez impressionnant, mais en tout cas il y a un effet miroir, hein, en tout cas entre le rôle et son interprète, hein, qui se renvoie la balle. Il y a une espèce de fusion assez étonnante. Donc ça, je pense que le portrait de Lydia Tarr est aussi un portrait en creux presque détourné de Cate Blanchett, de l'actrice en elle-même, et au-delà de Cate Blanchett, de ce que c'est que d'interpréter un rôle. Voilà, donc il y a toutes ces couches-là qui s'empilent les unes sur les autres. Et puis, le début du film, on va poser sa situation, l'interview, les concerts, la préparation de la 5e de Mahler. Il y a quelque chose de très obsessionnel aussi là-dedans, parce qu'on apprend qu'elle a fait tout Mahler et il lui en manque une. C'est la 5e, la plus importante, la plus connue, etc. Et donc, elle doit enregistrer la 5e avec le Philharmonique de Berlin, histoire de compléter une sorte de carrière absolument circulaire, de boucler la boucle et de toucher à la perfection, ce qui serait l'absolu de l'artiste comme ça accompli, qui atteindrait ce stade de complétude absolue, de perfection, faire tout Mahler, etc. Et comme ça, c'est la cerise sur le gâteau, quoi, si on veut bien. Donc on a ce personnage-là et tout le début du film nous le montre évoluant dans des milieux tout à fait saisissants, d'autant plus que la mise en scène est très axée sur l'espace, la restitution des espaces, le vide des lieux, des espaces, etc. Cette espèce de labyrinthe moderne dans lequel on évolue petit à petit. Entre salle de concert du dernier cri, hôtel flambant neuf, appartement aux lignes épurées à Berlin, on a quelqu'un qui quand même avance dans ce que la civilisation occidentale a à offrir de mieux, en quelque sorte, hein, dans une espèce de ligne moderne comme ça, d'architecture totale, de voitures en chambre d'hôtel, d'avions en salle de concert. Il y a une espèce de continuum comme ça, vitrifié, lisse, un continuum feutré,
ou en tout cas feutré, vitrifié, où ne perce pas beaucoup les échos de l'extérieur. On est dans une sorte de bulle, un espace protégé, privilégié, hein, vraiment où il n'y a pas beaucoup de réel au début. Et petit à petit, tout l'enjeu du film est la fissure, le fait qu'il y ait le motif de la fissure, de la déchirure, du petit grain de sable qui va enrayer la machine, cette machine de perfection qu'est Lydia-Tar. Ça va être de faire entrer petit à petit du réel, cette réalité qu'on ne veut pas voir, qui ne perce pas. Quand on traverse la ville en voiture, il y a un écho assourdi de l'extérieur, mais l'extérieur n'entre pas dans la vie et dans l'existence de Lydia-Tar. Et petit à petit, le réel va s'infiltrer, on va voir comment. Il y a plein de choses dans le film qui montrent ça. Et c'est parce que cette bulle dans laquelle vit la grande artiste, la grande artiste, est un espace qu'on pourrait qualifier, il y a un terme en psychanalyse qui est propre à ça, c'est le refoulement, quoi. C'est-à-dire le réel est refoulé à l'extérieur. Et c'est le retour du refoulé qui va avoir lieu petit à petit, avec, je sais pas, par exemple, le moment où tout à coup, elle veut rendre son ourson à sa joueuse de violoncelle nouvellement arrivée dans l'orchestre et qu'elle débarque dans un squat. Ah, tout à coup, c'est plus du tout le même espace. On n'est plus dans des lieux de luxe, etc. On est dans une sorte d'édale sordide qui surgit comme ça, où la voisine de son petit appartement, de sa petite garçonnière, j'ose pas le dire comme ça, mais en tout cas qu'elle se garde un peu à part, dont la mère est malade, qui à un moment va débarquer dans la puanteur de cet appartement, une sensation tout à coup inattendue du corps, quelque chose qui revient violemment comme ça, et qui est le surgissement du réel dans un monde, dans une sphère qui l'excluait complètement. Alors ça, c'est intéressant dans le parcours du film. Il y a plein d'autres éléments intéressants, évidemment, mais voilà. Pour ce qui est du point de vue posé sur ce personnage, il n'y aura de faille possible dans cette espèce de perfection, de monde complètement éthéré comme ça. Il n'y aura de faille possible, et on le comprend très vite au début du film, que si il y a un angle mort. Et tout le film est bâti sur cette idée d'angle mort. Nous voyons les choses de manière assez nette, assez frontale, mais Todd Field nous fait ressentir dès les premiers moments que quelque part, à un endroit, il y a quelque chose qu'on ne sait pas, et qui, comme en conduite, il y a un angle mort, il y a quelque chose derrière qu'on ne saisit pas très bien. Pourquoi ? Parce que déjà, au moment de l'entretien, de l'interview, il y a quelqu'un dans le public de dos, une chevelure rousse, qu'on ne reconnaît pas, on ne sait pas qui c'est, mais elle est là et elle regarde. Il y a des textos qui sont échangés, on ne sait pas trop par qui, mais qui disent du mal du personnage. Il y a comme ça une espèce de rumeur qui monte petit à petit, des mails échangés, quelque chose qu'on ne sait pas, un angle mort, un point de vue inconscient et aveugle sur les choses. Et le film est entièrement tourné de ce point de vue-là, depuis l'angle mort, depuis la sale histoire qui va ressurgir à un moment ou à un autre, depuis le truc qu'on avait refoulé, qu'on avait laissé derrière soi, qu'on avait voulu écarter, et qui va finalement débarquer et, comme un chien dans un jeu de quilles, et casser le jeu. Ça, cette idée de l'angle mort, elle est très forte. Là, pour le coup, c'est vraiment tout le projet du film, qui est de faire monter un petit peu cette rumeur, ce grondement, ce motif intérieur caché, voilà, et de l'amener petit à petit à la pleine conscience. D'ailleurs, cette faille, elle est aussi propre au personnage, dans le sens où son génie assez incontestable, ses performances scéniques, sa maestria dans la conduction de l'orchestre, sa connaissance millimétrée et absolue de la musique, ça, le film le prouve à de nombreuses reprises et dans plein de scènes. Mais il y a dans son comportement, dans le comportement du personnage, des signes qui apparaissent très tôt et où le film nous montre qu'elle n'est pas complètement claire. Encore une fois, je reviens au début du film, juste après l'entretien, elle a une
petite discussion dans un hall avec une fan, on devine, enfin en tout cas une personne qui était là, qui était dans l'audience, pendant que son assistante, jouée par Noémie Merlan, attend qu'elle en ait fini, et elle a envers cette personne une sorte de familiarité, puis tout à coup des gestes de contact un peu déplacés, etc. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose d'étrange. Et on va découvrir à travers ce personnage, et là encore c'est quelque chose de frappant, qui a quand même chez elle un comportement qui n'est pas complètement régulé, quelque chose qui ne rentre pas entièrement dans le contrôle du surmoi total qu'elle exerce sur les choses, enfin qui pèse sur les choses. C'est son goût immodéré, comme ça, pour les jeunes musiciennes qui viennent passer des auditions, qui pourraient intégrer l'orchestre, etc. et dont on devine comme ça qu'elle pourrait, envers lesquelles on devine qu'elle pourrait exercer une sorte de favoritisme. Voilà, en tout cas les draguer à travers sa position dominante, à travers son prestige, profiter comme ça de cette position pour attirer à elle des jeunes filles. C'est le doute, le soupçon qui pèse à un moment sur elle et qui va se matérialiser au moment où le personnage d'Olga, la violoncelliste, va à la fois passer des auditions dont on sent qu'elle fait tout pour les influencer, instiller un biais dans ce qui doit être absolument démocratique, à savoir le fonctionnement. C'est intéressant aussi comment il décrit le fonctionnement du philharmoniqueur, hein, qui est qui fonctionne à travers l'assemblée des musiciens qui votent, qui choisissent le chef d'orchestre, qui votent à chaque fois qu'il y a une décision importante, auquel on soumet comme ça le choix des morceaux. Hein, on est à la fois dans un espace qui est censé être démocratique, mais qui est très politique aussi, hein, parce qu'une assemblée qui vote, c'est forcément politique, il y a des tractations, il y a des tensions, il y a des conflits, etc., bien sûr. Mais de voir à quel point le chef d'orchestre, la chef d'orchestre, celle qui occupe la tête de l'orchestre, va manipuler le fonctionnement, tirer les ficelles, comme il est dit à un moment, pour obtenir ce qu'elle veut. Hein, c'est à savoir la nomination de cette violoncelliste, puis ensuite le fait qu'elle soit propulsée soliste dans un concert à venir, avec un morceau d'Elgar dont elle sait très bien qu'elle le maîtrise, d'autant plus qu'elle a vu la vidéo sur YouTube, etc., etc. Donc comment petit à petit, le biais et le soupçon, le biais intérieur, cette inclination qu'elle finit par marquer dans cet espace de maîtrise totale, hein, c'est-à-dire de sa personnalité, le poids de son envie, de son désir. Finalement, c'est de désir dont il est question. Dans cet espace absolument rituel qui est celui de la musique classique, extrêmement codifié, construit sur des usages maîtrisés au millimètre, est-ce qu'il y a une place pour le désir? Où est-ce que ça arrive, le désir? Comment est-ce que ça se manifeste? Eh bien, on va voir qu'il se faufile de manière insidieuse et qu'il a beaucoup à voir avec la faille aussi. Hein. La faille qu'il y a dans ce personnage de Lydia, et même dans l'image qu'elle projette aux yeux du monde et aux yeux des financiers, des commanditaires, des gens du milieu. D'une femme mariée, oui, lesbienne, certes, avec une autre femme, mais mariée, c'est-à-dire quand même dans un cadre assez bourgeois. Cette image, là aussi, elle se craquelle, elle fissure. Hein, et ça vient avec la question du désir, ça vient avec la question de cette chair fraîche, voilà, qui peut être recrutée d'un jour à l'autre, et même le soupçon de son entourage. L'assistante jouée par Noémie Merlan, et surtout, alors je disais le point aveugle tout à l'heure, l'angle mort. Hein, l'angle mort, c'est surtout une affaire qui lui traîne au basque, cette fameuse affaire dont on ne saura pas grand-chose finalement. Hein, il n'en sera pas dit grand-chose, mais il y a un suicide d'une jeune chef d'orchestre de 25 ans qui a été un moment en relation avec elle, qui a été son élève, et à partir de ça, une rumeur, les réseaux sociaux qui s'enflamment, la déchéance du personnage est amenée à partir de ça. Mais c'est très intéressant de voir justement à quel point Todd Field maintient
ce personnage extérieur, je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, Christia, c'est ça? Ouais, Christa. Il ne montre jamais son visage. Hein. Bien sûr, on devine que c'est elle au début qui est là, présente dans la salle, vue de dos. Ou pas, on ne sait pas d'ailleurs, hein, c'est une ambiguïté. Mais même quand elle apparaît sur le site internet à la fin, sa chevelure cache encore son visage, il y a une espèce d'inconnu. Todd Field d'ailleurs n'hésitera pas à infiltrer les rêves de son héroïne, Lydia Tarr, qui perd le sommeil et qui finit par avoir des rêves de plus en plus étranges. Tout le film est construit sur le motif du basculement. Hein, évidemment, la chute, la déchéance est amenée progressivement par paliers comme ça, et il y a des rêves, des augures, annonciateurs, tout un fourmillement de signes qui participent de cette chute. Les rêves en font partie. Des rêves effrayants, obscurs, flous, elle sur une sorte de lac étrange, envahi par le feu, alors qu'un serpent d'eau se faufile vers elle. Voilà, des images, des images oniriques. Et puis il y a aussi, c'est une dimension du film à la fois logique et en même temps extrêmement maîtrisée, travaillée, judicieuse. C'est le son. Hein, parce que on disait tout à l'heure qu'elle était dans une espèce de bulle calfeutrée où les sonorités de l'extérieur arrivaient peu. Hein, on parle de Schopenhauer, etc., sur le fait que les gens les plus intelligents sont ceux qui sont le plus sensibles au bruit. Donc on a compris que Lydia Tarr s'était enfermée comme ça dans une espèce de bulle de pureté sonore où ne peut résonner que le miel de la musique classique. Et puis petit à petit il y a des sonorités qui vont surgir extrêmement obsédantes, irritantes, marquantes, des sonorités robotiques, comme même elle reproche aussi aux jeunes générations d'être des robots, des radios-réveils, des bips, un claquettement de portes de voiture, etc. Toutes choses qui vont faire petit à petit dérailler cette parfaite tapisserie qu'elle a installée autour d'elle. Donc ça, c'est quand même sur le traitement du son. On a entendu ici d'ailleurs, hein, il joue comme ça sur la spatialisation du son. Il y a des sonorités qui viennent de devant, de derrière, une porte qui frappe, et surtout le fait que ces sonorités qui marquent le monde réel quand même, hein, ce qui n'est pas exactement une partition de musique, mais la musique du monde, si on pourrait dire, la réalité des choses, surgissent, font irruption de manière parfois agressive, comme quand la voisine tape à la porte, etc., et qui viennent interrompre, trancher un peu le quotidien du personnage. Mais j'en ai beaucoup dit, je voudrais surtout pas vous anesthésier avec mon flot de paroles et créer une bulle sans réalité et sans extériorité. Donc si jamais, allez-y, hein, c'est le moment, il y a toujours le micro, donc oui, je crois que... Oui, merci beaucoup pour ces précisions et surtout ton analyse. Moi, ce qui m'a frappé aussi dans le film, c'est la construction en effet de ce personnage, mais aussi tous les détails des objets qui l'entourent. Je ne sais pas si vous avez observé ça, mais il y a même leur appartement, il est épuré jusqu'à un point de rien n'est laissé vraiment à l'égard. Y compris la chambre, le seul endroit, c'est la chambre de l'enfant, qui reste quand même une chambre d'enfant. Mais il y a un détail qui, moi, m'a frappé. En plus, le bruitage des feuilles, des pages, et aussi le détail pour ses crayons. Elle écrit qu'avec un certain type de crayon, qu'elle a méticuleusement dans un cabinet. C'est une marque allemande de crayons bien connus, un peu comme nous les Bic, mais c'est quelque chose d'un peu plus luxueux. Donc voilà, c'était juste pour rajouter cet aspect aussi.
Oui, les sons, les objets, la baguette, tout le rituel. Il y a un quotidien qui est entièrement ritualisé, quoi, où tout est à sa place, où tout signifie quelque chose. Et le risque, c'est le désordre. Et c'est intéressant d'ailleurs quand on la voit revenir aux États-Unis, où on découvre qu'elle vient d'un milieu social, je ne veux pas dire défavorisé, c'est pas ça, mais elle vient de la classe moyenne basse, quoi, en quelque sorte, et on voit que c'est pas du tout le même environnement. Et alors oui, il y a le jeu sur les sons, il y a le jeu sur la présence des objets. Il y a d'ailleurs, je parlais de l'angle mort tout à l'heure, mais il y a des choses même un peu cryptiques au-delà de l'angle mort, parce que le film n'explique pas tout. Il a cette intelligence de ne pas tout expliquer, de ne pas saturer le sens et de ne pas nous donner une justification toute cuite. Mais il y a aussi ce petit motif dessiné qui revient à plusieurs reprises et qui la met en rage, et on ne sait pas ce que c'est. On devine que c'est lié au passé, à Christa, à l'étrange triangle qu'elles ont dû former pour aller au Pérou avec l'autre, l'assistante, je ne sais plus comment elle s'appelle, Francesca, voilà, merci. J'ai des problèmes avec les prénoms de personnages, je finis par les oublier. Mais voilà, il y a ce petit motif dessiné qui est une sorte de labyrinthe aussi, qui est intéressant parce que c'est comme un labyrinthe. Mais le film est d'une précision, lui aussi, vraiment maniaque. Merci. Merci pour tout vos commentaires assez intéressants, qui nous remet encore dans l'esprit de ce film très complexe. Il y a des questions de société qui sont mises en avant, contemporaines, très contemporaines. La chute de cet anti-héros, elle est autant plus grande à mesure que l'univers parfait vers la mystique de la musique est contraposé de manière très forte à un univers qui est hostile, de la société hostile et vraiment au niveau, disons, le plus triste, si on peut dire. Tout ce qu'il est montré, qu'il est dehors de la porte de ce magnifique appartement de béton armé, et d'une hostilité énorme. Donc il manque une dimension. Évidemment, cette chute doit être vertigineuse, donc la contraposition dichotomique entre ces deux réalités, elle est posée, et manque cette sorte de dimension de bienveillance de la part de l'anti-héros, parce que la musique, ça l'appartient, mais on ne voit pas tellement le rapport avec le public qu'elle a, sauf au commencement avec la conférence, et vice-versa de la société envers le personnage. Tout ce qu'il a autour d'elle, c'est hostile et c'est triste. Oui, c'est vrai que le film est assez froid. En tout cas, comme vous le dites très justement, il soulève une question sociétale intéressante, c'est-à-dire qu'on a un portrait de personnage de femme chef d'orchestre dans un milieu dont on sait très bien, même si ça change aujourd'hui, oui, voilà, c'est très peu. Et donc, du coup, c'est un milieu majoritairement masculin. Et donc, il présente une femme chef d'orchestre qui va néanmoins, et c'est là où le film est très intéressant, être susceptible du même soupçon que pourrait l'être un homologue masculin. Et qui va chuter de la même façon que, comme ça a défrayé la chronique dernièrement, des personnages d'hommes installés qui ont été gommés ou en tout cas évacués par la cancel culture, comme on appelle ça. Enfin, en tout cas, on voit dans le film l'équivalent, c'est-à-dire les réseaux sociaux, quoi, grosso modo. La rumeur collective, les protestations dans la rue, il y a des banderoles, des pancartes, etc. Et ce qui est intéressant ici, c'est que justement, mettant une femme dans cette position de personnage principal, le film résiste à en faire une sorte d'éloge univoque, de la présenter pure et comme ça, et parfaite. Parce qu'il dit que le problème, c'est pas tellement de remplacer tous les hommes par que des femmes ou d'inverser les genres en quelque sorte. Le problème, c'est la position de pouvoir. Et qu'on soit un homme ou une femme, c'est cette position qui crée comme ça toutes sortes de comportements ambigus, les biais dont on parlait tout à l'heure, le soupçon qu'on puisse se servir de ces privilèges pour obtenir des faveurs personnelles, tout ça est créé par cette construction séculaire qui est celle du génie au milieu de la société. Le génie, c'est une position sociale
qui est construite comme telle dans son impunité. Alors là, pour le coup, il y a des conséquences et le film se renverse à un moment. Mais c'est intéressant de faire ça. Et ça a été reproché au film d'ailleurs. On l'a accusé d'être misogyne. Bon, ça fait partie du concert des critiques qui peuvent émerger à un moment ou à un autre. Et moi, je trouve que l'opération est beaucoup plus intéressante que misogyne, pas misogyne. Est-ce qu'il est pro-femme ou contre les femmes? C'est pas tellement ça le sujet. C'est de dire que c'est justement de désexualiser cette position. Et de dire que c'est l'endroit où on se trouve dans la société qui crée aussi abus ou soupçon d'abus. Parce que, est-ce qu'il y a eu des abus là pour le coup? On ne sait pas. En tout cas, le film nous montre qu'elle n'est pas totalement claire. Quand elle dispute la petite fille dans la cour de l'école, enfin en tout cas qu'elle fait pression sur elle de manière très agressive. C'est quand même très très limite, quoi. Hein. Là, on peut dire que... Ou quand elle humilie l'étudiant en plein cours à la Juilliard School. Alors, qu'elle soit pas d'accord avec lui ou qu'il ait des vues comme ça un petit peu naïves qui sont celles de son âge et qui sont celles sans doute de tous les étudiants ou je sais pas. Mais elle appuie quand même sur le bouton pour le détruire. Enfin, il y a un moment où ça excède un petit peu même si ce qu'elle fait entendre, on peut être d'accord avec elle. Hein. Je veux dire, voilà. Le fait de vouloir éradiquer Bach comme ça de notre quotidien est peut-être un peu fou aussi. Mais voilà, enfin, en tout cas, on sent chez le personnage, et ça c'est la subtilité du film, que voilà, elle est à deux doigts de vriller aussi. Hein, et elle va le faire d'ailleurs à un moment, quand elle va bousculer sur scène, débarquer sur scène pour bousculer son remplaçant, qui est quelqu'un qu'on a vu des scènes auparavant lui faire de la lèche, lourdement ramper à ses pieds, etc. Et qui d'une manière... Il y a un tour cruel au film. Le film est très cruel. On parlait de froideur tout à l'heure, il y a une forme de cruauté dans la façon dont ça se déroule, et même dans le destin du personnage, qui à la fin est amené à retrouver un poste de chef d'orchestre dans un orchestre... Est-ce que c'est la Thaïlande? Ça a l'air d'être la Thaïlande, je ne saurais pas. Le film ne le dit pas, donc c'est peut-être Bangkok ou que sais-je. Mais c'est plus du tout le Philharmoniker de Berlin. C'est des concerts pour des conventions de jeux vidéo. Donc autant dire que la chute est vertigineuse. Donc la fin est très cruelle parce que le plan, c'est plus du tout le public fin et élégant de Berlin qui va au concert de musique classique. C'est des cosplayers, on appelle ça des cosplayers, des fans de jeux vidéo déguisés dans leur personnage préféré. Donc là, l'argument musical semble singulièrement éloigné. C'est marrant parce qu'il y a une ironie là, clairement. On est dans l'ironie, notamment quand elle parle avec son nouvel orchestre des intentions du compositeur ou de la compositrice. Bon, c'est mordant, quoi. Il y a quelque chose d'assez cruel. Pardon, oui, je vous en prie. Oui. Non, merci beaucoup. Je voulais juste dire, est-ce que ce film qui est quand même porté par Cate Blanchett, et moi je trouve qu'il est d'une beauté, bon, son jeu est de manipulatrice et comme ça, est particulièrement et même éprouvant pour elle aussi. Donc on voit tout son côté angoissé quand elle entend les cris, quand elle court, enfin quand la vie réelle finalement la rattrape. Ouais. Quoi. Bon, ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Et je trouve, bon, elle a une force de jeu parce qu'elle porte le film. Finalement, c'est un portrait sur Cate Blanchett. Et je voulais savoir si ça, vous le savez peut-être pas, j'en sais rien, mais si le film a été écrit pour elle ou si au niveau du casting, justement, il y a eu, parce que elle est remarquable de prestance, cette beauté glacée, charnelle, intransigeante. Voilà. Bah ça, je pourrais pas vous dire si ça a été écrit pour elle, je ne le sais pas, et je l'avoue bien humblement. Mais en tout cas, ce dont elle a parlé, elle, en entretien au moment de la présentation à la conférence de presse à la Mostra de Venise, c'est de la préparation, la longue préparation de l'étude comme ça des chefs d'orchestre, de vidéos de chefs d'orchestre, des répétitions et tout. Enfin, ils mettent toujours en avant le travail de l'acteur. Ici, ça fait peut-être partie du matériel promotionnel des films, de nous dire oui, les acteurs ont beaucoup travaillé, oui, ils se sont beaucoup documentés, etc. Bon, à la limite, on peut mettre ça de côté et voir la prestation
qui est extrêmement convaincante quand même. Et j'insiste sur ce point assez fusionnel avec le personnage. Bien sûr, il y a une distance qu'elle arrive à installer et qui est assez notable, notamment dans les moments de crise, quand elle se met à mentir sur sa chute, sur tout ça. Mais il y a dans les passages musicaux, les passages de direction de l'orchestre, il y a quand même quelque chose en miroir, quoi, hein, qui est vraiment la particularité de ce film et qui lui donne, oui, c'est presque Cate Blanchett au carré. Cate Blanchett fois Lydia Tarr égale, je sais pas, égale le film, mais en tout cas, il y a un truc qui se passe. Oui, je crois que. Merci. Oui, bonsoir. En fait, je pensais au tout début pour l'interview, si on revient sur le personnage qu'est Cate Blanchett, il y a un petit côté acteur studio James Lipton. Ouais. J'ai totalement pensé à ça, je me trompe peut-être, hein, mais il y avait quelque chose de, je sais pas, de très spécifique. Chose qui n'a rien à voir, mais par rapport à ce que vous disiez au début sur la construction, le patron du costume, etc. Elle-même, c'est un personnage, Lydia. Et à la fin, en fait, quand elle se reconstruit elle-même, j'ai eu comme l'impression d'une une destruction de ce qu'on aurait pu éventuellement croire, ou moi, de moins ce que j'ai pu croire. Son rapport à Leonard Bernstein, j'ai quand même cru à un moment que la plupart des gens qui l'entouraient, des gens qui la connaissaient ou pas, qu'elle l'avait peut-être un tant soit peu côtoyé sur la fin de vie, alors qu'au final ce sont juste des VHS. Donc encore un mensonge, et dans le même principe que Linda. Oui. Je sais pas si... Oui, c'est aussi la construction du personnage, tout à fait. Oui. Il y a une part de mythe. Il y a une part de mythe auto-entretenu. On découvre toute réussite, toute position de pouvoir est basée sur une fable. Il y a une fable, Lydia Tarr, qui commence par le changement de son prénom. Et c'est marrant de voir aussi à quel point toute la fin en Thaïlande, encore une fois je mets ça entre guillemets, parce que si quelqu'un a reconnu vraiment le pays, n'hésitez pas, je n'ai pas forcément reconnu. Mais il y a un passage très intéressant qui... va au contraire révéler un peu de la vérité du personnage. C'est-à-dire ce moment où elle va dans l'institut de massage, et où elle se retrouve dans une vitrine avec des jeunes filles numérotées, et il y en a une qui la regarde. Alors évidemment, ce regard fixé sur elle, alors que toutes les autres ont les yeux fermés, est évidemment un rappel en miroir de l'angle mort dont on parlait au début. Il y avait aussi une jeune fille qui la regardait au début dans la salle. Mais là, elle a son regard en face sur elle, qui la vise directement. Et surtout, ces jeunes filles numérotées, disponibles. On commande tel ou tel numéro. Ça renvoie aussi un petit peu à ces jeunes prétendantes du milieu de la musique classique qui veulent rentrer dans l'orchestre et qu'elle a choisi. Aussi. Il y avait ça, et c'est son rapport à elle-même, sa prise de conscience sur son personnage ou sur son impact vis-à-vis des autres. Et il y a deux moments, il y a celui-là, mais le moment qui est avant qu'elle quitte sa garçonnière, quand la famille de la décédée, sa voisine, ils arrivent, elle fait et elle leur dit je vous remercie, vous avez écouté ma musique, tout ça. Et là, elle tombe des nues, comme quoi en fait c'est du bruit. Avant qu'elle pète un câble avec l'accordéon. Et là, elle n'avait pas encore pris conscience, malgré tout ce qui lui est arrivé. Et là, quand elle est en Asie, c'est le fait d'aller vomir après s'être rendu compte de ce fameux regard, que là, il y a comme une réelle prise de conscience. Ouais. Tout à fait. C'est vrai que c'est très frappant aussi, ce moment avec les voisins, là, qui arrivent et qui viennent lui dire si vous pouviez ne pas jouer pendant qu'on fait visiter l'appartement pour que les potentiels clients ne soient pas effrayés par le bruit. Ça, c'est vraiment hyper bien senti, parce que alors, c'est une sortie de la bulle dont on parlait au début. Tout à coup, elle est projetée dans une réalité qu'on ne soupçonnait pas. Mais surtout, c'est aussi le fait que la position de pouvoir, elle est située et elle ne fonctionne que dans un espace donné. Une fois qu'on sort de cet espace et qu'on est sur le palier d'un immeuble banal, son rôle n'est pas reconnu. Elle n'est pas reconnue par ces gens. Et ces gens, c'est le peuple, hein. C'est des monsieur et madame tout le monde. Et là, sa supériorité ne veut absolument plus rien dire. Ils ne savent pas qui elle est. Sa position est relativisée. Elle se retrouve face à des gens qui disent oui, votre musique, si vous pouviez arrêter. Voilà.
il y a une relativisation violente du personnage. Il est confronté à ça à ce moment-là. C'est ça qui... Alors j'en parle beaucoup, je suis très bavard, mais voilà, en une petite scène, simplement un échange de dialogue de quelques répliques, il arrive à poser ça, c'est assez fort, là pour le coup. Voilà. Et c'est très cruel aussi, hein. Le film est finalement assez peu émouvant. Le passage le plus émouvant, je trouve, c'est quand elle rentre chez elle et qu'elle regarde les cassettes vidéo, parce qu'il y a un truc de l'enfance qui revient, ou en tout cas de sa jeunesse, de sa formation, qui reflue comme ça. Mais le film est très, très cruel, très mordant, comme on disait tout à l'heure. Je peux juste dire quelque chose, c'était l'endroit idéal pour voir ce film, parce qu'il est présenté dans des conditions exceptionnelles. Ouais. Et là, vraiment, je n'aurais pas vu ça dans un cinéma classique. Ouais, grand écran. Je ne nommerai personne. Merci beaucoup. Avec une bonne installation sonore, en plus, c'est important pour le film. Merci. Il y avait la dame. C'était madame, ça ? Oui, moi j'ai eu l'impression sur la fin du film que tout pouvait basculer vers la folie, en fait. Et finalement... enfin, je sais pas, c'est vrai que c'est un peu caricatural, cette fin, enfin triste comme vous l'évoquiez, mais il y a à la fois cette résilience elle continue dans la musique. On ne pourra pas la détruire. Moi, je l'ai vécu un petit peu comme ça, comme ce message final aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, comment dire ? Moi, je trouve que la fin est très triste. Enfin, qu'il y a quelque chose de terrible, en fait, non pas à cause de la convention, etc., mais presque parce que elle peut pas sortir elle est bloquée. Il y a un rituel qu'elle ne peut pas abandonner. Alors que tout l'enjeu au début, en fait, c'est de nous montrer à quel point ces immenses artistes et ce milieu extraordinaire, on a tous envie d'aller voir un concert au Philharmoniqueur, hein, bien sûr, mais à quel point c'est surprotégé, c'est coupé de la réalité, l'espèce. Voilà, c'est cette bulle-là, le fait qu'il y ait si peu de contact avec l'extérieur et que tout soit tellement enrobé. C'est vraiment la sensation que j'ai, moi, quand je dis feutré, enrobé, etc. On marche presque tout le temps sur un tapis de mousse et on se dit que y a un portrait de la civilisation occidentale dans le film. Moi, je vois ça aussi, hein, dans les voyages, l'avion et tout. C'est une espèce d'écume supérieure, comme ça, de la civilisation, qui n'appartient qu'à un tout petit nombre et qui consiste aussi en une méconnaissance totale des réalités. Alors que Lydia Tarr, elle est quand même sympathique malgré tout, parce qu'on finit par découvrir qu'elle vient de la réalité. Elle vient d'une petite ville américaine, d'une petite maison pavillonnaire et de sa chambre qui est restée telle qu'elle, où traînent encore des fétiches qu'elle admirait, les cassettes de Bernstein, etc. Et donc, voilà, c'est ce parcours-là aussi qui est intéressant.